Allah yakhlikum, c'est la dernière communication. On ne va pas quand même vider la plénière. Et comme on dirait, khitamuhu misk. Et le diabétique, il meurt par son cœur. C'est la raison pour laquelle on vous a mis khitamuhu misk. Et notre parrain de cardiologie en cardiologie, professeur Al-Alami, qui était à Marrakech, il vient d'entrer de Marrakech. Il est vivement remercié. Pour assister et pour nous animer ce diagnostic, souvent que nos confrères et nous, moi-même, on risque de passer à côté. L'insuffisance cardiaque n'est pas un diagnostic des fois facile. Et sans trop tarder, je cède la parole à notre très cher ami et maître. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci, messieurs les présidents. C'est toujours avec plaisir de venir, même de très très loin. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Allah yakhlina jmi'. Donc c'est un grand plaisir. On va parler d'insuffisance cardiaque. Le problème, c'est que le khitam chouïa saïb parce qu'on est en fin de journée. Alors, c'est un double tranchant. On est en fin de journée et il y a des choses nouvelles en insuffisance cardiaque. Il y a plein de choses nouvelles. Donc, je ne sais pas, on va essayer d'être un peu dopé pour essayer de suivre les choses nouvelles. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, on va commencer. Je vous ai choisi ça comme diapositive pour commencer. Ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque, mais ça nous montre la fréquence cardiaque ici. Et c'est un confrère qui a le trac en montant présenté dans les conférences. Et il a pris un bêta-bloquant avant, 2 heures avant. Et il a enregistré, il a mis les montres qui enregistrent la fréquence cardiaque. Et il voulait savoir que fait sa fréquence cardiaque avant et pendant la présentation. Et ce qu'il a trouvé, c'est que voilà ce que ça fait. Quand il a pris le bêta-bloquant, il était même à 40. Et quand il préparait double-checking slides avant la présentation, c'est-à-dire qu'il rajoute les diapos, vous voyez la fréquence cardiaque, elle monte. Quand on l'appelle pour monter, regardez, fait une catosal, 25 battements par minute, ça c'est vrai. Et quand il va parler, pendant la présentation, vous voyez, il est autour de 80 alors qu'il prend un bêta-bloquant et qu'avant il était à 40. C'est plus 40 battements par minute sous bêta-bloquant quand il présente. C'est juste pour donner une impression, une idée de cet effort physique. Et on rentre dans le vif du sujet maintenant, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque. Je vous dis, il nous faut du punch un petit peu parce qu'il y a de nouvelles recommandations 2016 qui viennent de sortir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même, il y avait 2 types d'insuffisance cardiaque. Maintenant, il y en a 3. Ça change tout. Donc, on va essayer de se concentrer. Les signes, heureusement, les signes physiques et les symptômes n'ont pas changé, mais je vous les remets toujours parce qu'il n'y a pas que Dr Scrat ou moi ou X ou Y, il faut y penser parce que c'est comme ça qu'on va faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Quand le malade nous parle d'une petite dyspnée, quand il dit que le soir il se réveille et il sent qu'il a du mal à respirer, quand il y a des palpitations, il y a pas mal de signes et les plus typiques sont ici. Les symptômes, c'est breathlessness, donc il n'arrive pas à respirer normalement, l'orthopnée, la dyspnée paroxystique, l'effort physique, il est réduit, la fatigue et les petits œdèmes des chevilles. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Ça, et ce qui est les signes les plus spécifiques quand on examine le malade, il y a la turgescence, il y a le gros foie, le reflux hépatojugulaire. Donc c'est toujours un peu lourd de répéter ça, mais c'est quand même très important. C'est comme ça qu'on va arriver à un diagnostic.
voici les nouvelles recommandations européennes sur l'insuffisance cardiaque, et je vous dis qu'il y a maintenant 3 catégories d'insuffisance cardiaque. 1, 2, 3. Celle que tout le monde connaît, c'est celle-là. Fraction d'éjection moins de 40. C'est-à-dire que la pompe, elle est altérée. Et, regardez, il faut toujours des symptômes et des signes. C'est pour ça que j'ai insisté sur les symptômes et signes. La définition est une définition qui est clinico-échographique. Il faut les signes et les symptômes, plus la fraction d'éjection basse. Deuxième type qui existait avant, celui-là est nouveau. Qu'est-ce que c'est HFPEF? HF, c'est quoi? Heart failure. P, c'est quoi? Preserved. IF, ejection fraction. Fraction d'éjection préservée. Voilà. C'est des gens à qui on fait une écho, on trouve que le ventricule gauche est normal. Et on a du mal à concevoir qu'avec une pompe normale, on va faire une insuffisance cardiaque. Et ils ont des symptômes et des signes d'insuffisance cardiaque. C'est une insuffisance cardiaque clinique. C'est pour ça que l'examen est capital, mais sa fraction d'éjection est normale. Et qu'est-ce que doit faire l'échographiste? Il doit rechercher dans ce cas d'autres choses qui vont appuyer son diagnostic. La plus facile, c'est le dosage du BNP ou pro-BNP, parce qu'ils sont toujours augmentés dans l'insuffisance cardiaque. Donc, vous le voyez, élévation du natriurétique peptide. Et il faut au moins 2 autres critères échographiques. Ce n'est pas sorcier, bon, mais c'est un qui est fonctionnel, l'autre structurel. Et le fonctionnel, ça témoigne d'un remplissage du ventricule gauche qui se fait mal, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur du ventricule gauche, elle est forte, et quand il va se remplir en diastole, il n'arrive pas à se remplir. On a des critères échographiques, le rapport E sur E', qui nous dit que ce ventricule est sous pression, et cette augmentation de pression, c'est elle qui va donner l'insuffisance cardiaque, puisqu'elle va retentir sur les poumons et donner un OAP, et des signes d'insuffisance cardiaque droite. Donc ces 2 signes, un, c'est dysfonction diastolique, c'est le rapport E sur E', et rechercher une HVG, c'est très important, ou un élargissement de l'oreillette gauche. LAE, c'est Left Atrial Enlargement, donc l'élargissement de l'oreillette. Bon, je détaille un petit peu ces choses pour que vous compreniez les diagnostics. Quand on a des signes et des symptômes, c'est primordial. Quand on fait l'écho, la fraction d'éjection basse, on est réglé, le diagnostic est posé. Mais si j'ai beaucoup insisté, c'est que même si on vous répond que la fraction d'éjection, elle est normale, s'il vous plaît, vous qui connaissez bien la sémiologie, vous devez bien connaître les symptômes et les signes, demandez, est-ce qu'il n'y a pas d'HVG, est-ce qu'il n'y a pas d'HAG, parce que c'est ça, LAE, l'élargissement de l'oreillette gauche, et est-ce qu'il n'y a pas de perturbation de la diastole. Souvent, on doit vous écrire pression de remplissage normale, ça veut dire que le remplissage du ventricule est normal. Et si on n'a pas tout ça, on continue à suspecter l'insuffisance cardiaque. Le nouveau bébé, c'est celui-là. Parce que ça se définissait à 40, celui-là se définit anormal, et on avait, jusqu'à l'année dernière, entre 40 et 50, on ne savait pas. Eh bien maintenant, une fraction d'éjection de 40-50, eh bien, si on a un BNP élevé, et c'est très important, le BNP élevé est un témoin d'anomalie, de problème. Très souvent, c'est insuffisance cardiaque, mais ça peut être embolie pulmonaire quand c'est aigu, ça peut être d'autres pathologies, mais celle qui reste en chronique, c'est l'insuffisance cardiaque qui élève le BNP. Donc, si vous avez
un BNP élevé, eh bien, il faut faire une bonne écho, même si on a une fraction d'éjection limite ou normale. M, c'est mildly, c'est-à-dire MR, mildly reduced, légèrement réduite. Voilà. Donc, je tenais beaucoup à vous montrer cette diapo parce que c'est un changement nouveau, réduite, légèrement réduite, normale. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme examen quand on a une suspicion ou une confirmation? Voici, vous avez la diapo de tous les tests sanguins. Les diapos, je vous les laisse, vous pouvez les voir par la suite. Mais j'insisterai sur une chose, regardez, vous qui aimez beaucoup le diabète et vous êtes des experts, que l'hémoglobine glyquée, il faut toujours la faire parce qu'une insuffisance cardiaque peut être en rapport avec un diabète et n'oubliez pas la TSH avec une hypothyroïdie, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la ferritine et la saturation du fer. Il faut prendre l'habitude de faire le... Et on examine, qu'est-ce qu'on cherche? Les crépitants, les œdèmes, l'insuffle cardiaque, on fait un ECG, et là c'est très important, regardez. Regardez, si on a facilement la possibilité de faire un BNP, il faut faire le BNP. Et vous avez les taux. Si le BNP est supérieur aux normes, eh bien vous avez un grand doute que ce soit une insuffisance cardiaque, c'est presque sûr. Parce que si ce n'est pas une embolie pulmonaire, ça va être une insuffisance cardiaque. Vous faites l'échographie pour le confirmer. Et on commence dans l'ordre par le BNP ici. Et regardez ce qui est écrit ici. Si le BNP est normal, l'insuffisance cardiaque est peu probable. Deuxième attitude, si l'évaluation du BNP ne se fait pas en routine, n'est pas facile. À ce moment-là, on commence par l'écho et on chante le BNP. Parce que si l'écho montre inférieur à 40, on n'a même plus besoin de BNP. Le BNP est important quand la fraction d'éjection est supérieure à 40 et qu'on n'est pas sûr d'avoir une insuffisance cardiaque. Donc, finalement, si vous êtes presque sûr, à la rigueur, on peut passer à l'échographie directe, parce que ça peut réduire des frais. Par contre, quand vous avez un tableau qui n'est pas très sûr, qui n'est pas très franc, on peut commencer par le BNP, en sachant que si jamais il est positif, il aura encore à faire l'échographie. Voilà. Ça, c'était pour le diagnostic. Je reviens pour vous si j'ai vu quelqu'un qui voulait faire le... Allez-y, allez-y. Après, la deuxième, maintenant on passe à la partie médicaments et traitements. La partie médicaments et traitements, eh bien, voilà les choses importantes. Il y a eu des changements là aussi en traitement et en médicaments. J'ai commencé par ça, parce que pour vous, je pense que c'est le plus important. Alors regardez bien. J'ai commencé par ce qui était interdit. Classe 3, ça veut dire formellement interdit dans l'insuffisance cardiaque. Les glitazones, les anti-inflammatoires, COX-2 et non COX-2, tous. Interdit, s'il vous plaît. Interdit. Classe 3, jamais les prescrire. Troisièmement, le diltiazème et verapamil, c'est des inhibiteurs calciques. Vous savez qu'ils diminuent la contractilité, ils sont inotropes négatifs. Et la de l'insuffisance cardiaque, je viens. Et finalement, l'association ARA2 avec un IEC, mais ça, je pense que ça, voilà, les gens ne le font pas depuis au target. Ce qui a eu de nouveau en 2016, c'est que ces gens-là, si vous trouvez des apnées chez eux, ne les appareillez pas, parce que ce sont des apnées centrales dans l'insuffisance cardiaque, et c'est une classe 3 de mettre, c'est-à-dire une CPAP
adaptative servoventilation n'est pas recommandée. Parce que ce qui est prédominant, c'est l'apnée centrale. Et qu'il y a eu des études qui ont montré que si on met la CPAP aux insuffisants cardiaques, on augmente leur mortalité. S'il vous plaît, c'est interdit de placer des CPAP aux insuffisants cardiaques, même s'ils ont de l'apnée documentée, et parce qu'elle est, même si elle est mixte, il y a des études qui disent formellement augmentation du risque de mort subite. Et là, vous retrouvez la même chose que tout à l'heure. Maintenant, on passe à ce qui est autorisé et qui est recommandé, parce que souvent, quand on commence, il vaut mieux commencer par ce qui est interdit. Comme ça, on l'écarte. Ce qui est recommandé, je pense que vous le savez, et ça, on va parler de type 1, c'est-à-dire fraction basse, eh bien, IEC bêta-bloquant. Ça, si on pose la question à un réflexe, un insuffisant cardiaque, IEC bêta-bloquant. C'est pas diurétique, hein? IEC bêta-bloquant. C'est les deux médicaments qui prouvent qu'ils rallongent la survie, c'est très important, la survie de l'insuffisant cardiaque. C'est un traitement qui prolonge la survie. Le diurétique ne fait que diminuer les symptômes, et il faut les donner quand il y a des symptômes, et c'est tout. Ce n'est pas fait pour guérir, ni pour améliorer la survie. Les trois qui améliorent la survie sont là. Regardez, réduisent le risque d'hospitalisation et de mort. Réduit le risque d'hospitalisation et de mort. Réduit le risque d'hospitalisation et de mort. Les trois classes, MRA, c'est minéralocorticoïdes antagonistes, c'est l'aldactone, la spironolactone, et c'est les plérénols. Et pour les gens qui ont les moyens, les plérénols est meilleur. Elle existe sur le marché, les plérénols, Inspra, ça s'appelle Inspra, et c'est spécifique, et ça ne donne pas les effets secondaires comme la gynécomastie, qui est classique au bout de quelques mois ou années. Voilà, donc IECRA2, bêta-bloquant et minéralocorticoïdes. Les diurétiques en haut pour diminuer la congestion pulmonaire. Ça, c'est les bêta-bloquants qu'on peut utiliser, parce que je me rends compte que parfois, même si on veut traiter, on va utiliser des médicaments qui ne sont pas reconnus efficaces, donc c'est dangereux, comme par exemple l'athénolol. L'athénolol, tout le monde prescrit beaucoup de ces médicaments-là, mais pour l'insuffisant cardiaque, il n'est pas là. D'accord? Alors maintenant, la nouveauté 2016, c'est important, il y a un nouveau médicament qui remplace IEC ou ARA2. Il y a une seule grande étude 2015 qui s'appelle Emphasis. C'est une nouvelle classe de médicaments et elle est arrivée à faire changer les recommandations. C'est très important que vous le connaissiez. Je sais que le médicament va arriver bientôt au Maroc. Il sera là, il est excessivement cher, mais il a prouvé être très efficace pour ralentir la progression de la maladie. Pour l'instant, il est recommandé, lorsque les IEC ne sont plus efficaces et qu'il y a toujours des symptômes, on l'enlève et on met ce nouveau médicament qui s'appelle en Europe Entresto. Entresto, c'est le nom commercial. Mais ici, le nom, si vous voulez, c'est le sacubitril et il est associé au valsartan. Et donc, c'est le labo qui commercialise le valsartan qui le commercialise, donc Novartis. Et c'est le nouveau médicament phare de l'insuffisance cardiaque en 2016. Vous allez voir, c'est cette étude dont j'ai parlé, c'est celle-là. Angiotensine, néprilisine, inhibiteur versus enalapril dans l'insuffisance cardiaque. C'est l'étude ici paradigme. Et la conclusion, c'est qu'elle diminue beaucoup, disons, le risque de mortalité. Et donc, voici l'algorithme du traitement.
qui est l'algorithme du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction basse, on l'a vu, IEC bêta-bloquant. Si la fraction est toujours basse et qu'il y a toujours des symptômes, il faut ajouter l'aldactone. Ensuite, si on a toujours des symptômes, on a 3 choix possibles. Le nouveau médicament, c'est le Harvey, et il est classe 1, c'est-à-dire forte recommandation. Si on est toujours symptomatique, si le rythme est sinusal avec des QRS larges, on fait ce qu'on appelle la resynchronisation, et si le rythme reste supérieur à 70, malgré le bêta-bloquant, on peut donner l'ivabradine. Et j'insiste, s'il vous plaît, l'ivabradine, vous le connaissez tous, c'est le Corallon, hein, et c'est très important. On ne va pas le donner à tous les insuffisants cardiaques. Vous voyez sa place dans l'algorithme. Il faut d'abord que le malade prenne le bêta-bloquant. Et le bêta-bloquant, on augmente la dose jusqu'à la dose maximale tolérée pour que la fréquence cardiaque ne baisse pas trop. Et que si le malade ne supporte pas le bêta-bloquant et qu'il reste symptomatique et que sa fréquence cardiaque reste supérieure à 70, on introduit l'ivabradine, il est recommandé. Dans cette indication particulière, pas au début. Au début, c'est IEC, bêta-bloquant. Et bêta-bloquant et IEC, les deux, on augmente les doses jusqu'à des doses très fortes. Et quand on ne peut pas, on peut donner l'ivabradine. Et donc, ici, le nouveau médicament est là. Alors, on va voir, il n'y a plus de place pour les nitrés et l'hydralazine. Alors, on les réserve à ces cas-là, les dérivés nitrés et l'hydralazine. On les réserve quand il y a toujours des symptômes, insuffisance rénale et la race noire. Ça, je voulais vous parler un petit peu de ces choses-là, les recommandations pour prévenir. Et vous, qui êtes des experts en diabète, il y a une molécule, je ne sais pas si vous connaissez, empagliflozine, qui est une nouvelle, ouais. Alors, très, très recommandée. En cardiologie, je vous assure, lorsque ces recommandations sont tombées, j'étais au congrès, j'ai assisté en direct à toutes les présentations. Dès qu'il parle d'insuffisance cardiaque et diabète, on ne peut pas passer à côté de l'empagliflozine là-bas. C'est un... Voilà, exactement. Donc, je voulais vous le montrer. Et puis là, c'est des détails sur les médicaments. L'hydralazine, on en a parlé. Et la digoxine aussi. Et pour la digoxine, regardez, 2B. 2B, c'est plutôt lourd. Il n'y a pas de place en rythme sinusal dans l'insuffisance cardiaque à la digoxine. Là, le diurétique. Diurétique, je vous ai dit que c'est pour diminuer la congestion. Et les digitaliques n'ont pas non plus vraiment de place, ils n'ont plus de place en rythme sinusal. Alors, 2 mots sur l'appareillage. C'est pas votre spécialité, ou la clinique. Quand un insuffisant cardiaque à l'artériole il est toujours symptomatique. S'il a une fraction d'éjection toujours inférieure à 35, s'il a une QRS large, je vous le montre ici, supérieure à 130 millisecondes, surtout si c'est un bloc de branche gauche, on a beaucoup à gagner à faire ce qu'on appelle la resynchronisation. Parce que dans le bloc de branche gauche, j'ai essayé de vous montrer ça comme ça. Dans le bloc de branche gauche, une partie du cœur se contracte seule et elle tire le septum. Elle gère le septum là. Et après, l'autre ventricule va se contracter, on régène le septum de l'autre côté. Et donc, la fraction, elle est atténuée, elle est abaissée à cause de cette asynchronisme. Et on place 2 sondes dans les ventricules qui vont stimuler les 2 ventricules en même temps. On va retrouver une hégémonie à la du cœur
plutôt que ce soit c'est ce qui se passe. Quand il y a une QRS large, on perd de la force du cœur, elle n'est même pas maximalisée. Alors que si on met deux sondes dans les ventricules, ils vont être en même temps, ça s'appelle la resynchronisation cardiaque. Ça coûte cher, ça existe au Maroc, ça se fait depuis plusieurs années. D'accord. Il faut le réserver aux gens comme ça. Cardiaque, resynchronisation, thérapie. Ça peut faire 150 000 dirhams. Mais elles sont remboursées par an. Donc le dernier point pour terminer, puisqu'on est presque à la fin, je pense, je suis à 2 minutes, c'est regardez cet homme-là, il a 61 ans, hypertendu, obèse, diabète, AVC, microalbuminémie, HFREF. Maintenant vous connaissez. Est-ce qu'on va lui dire de faire l'exercice? Un insuffisant cardiaque. Oui ou non? De la marche. Levez la main ceux qui disent oui. Alors voilà les recommandations. S'il vous plaît. Regardez, recommandations pour l'exercice. Les recommandations, il est recommandé un exercice régulier aérobique. C'est classe 1A. C'est une indication formelle. Je connais un chrono, il faut perdre du poids. Ben, il a 33. Hein? Par rapport à l'obésité. Formidable, ça fait plaisir. Dans l'insuffisance cardiaque, il est formel. Et maintenant, il fait partie des recommandations de 2016. Il ne faut pas dire à un obèse de maigrir s'il a une IMC moins de 37. Dans l'insuffisance cardiaque. C'est formel, regardez. L'obésité est associée avec une moindre mortalité. Et c'est écrit ici, weight loss. La perte de poids ne peut pas être recommandée dans l'insuffisance cardiaque quand l'IMC est inférieur à 37. C'est formel. A dit c'est 2016. Voilà. Donc je crois que j'ai terminé mon temps. Juste pour vous dire que ce paradoxe d'obésité, 1er septembre 2016, l'obésité, il y a une relation entre l'obésité et la survie après un arrêt cardiaque. Les obèses ont plus de chances de survivre après un arrêt cardiaque. Voilà. Allez, ça, je passe sur le diabète, ça vous connaissez. Hein? Et juste pour vous dire que les diabétiques, on parle en 2016 des diabétiques, et on dit, s'il vous plaît, on dit cette phrase ensemble, c'est ma dernière diapo, quand il y a des anomalies glucidiques, le jugement du contrôle glycémique doit être fait en accord avec les conditions cardiaques. S'il vous plaît, lisez avec moi. Et les nouveaux antidiabétiques, les drogues antidiabétiques nouvelles, quand elles doivent être prescrites, doivent être fortement monitorées par qui? Heart Failure Team. C'est le spécialiste de l'insuffisance cardiaque qui doit monitorer les antidiabétiques et surtout l'hémoglobine glyquée. Parce que, s'il vous plaît, parce que je me dispute beaucoup avec beaucoup de vos confrères, quand on a des diabétiques avancés, anciens, où il faut que l'hémoglobine glyquée, un coronarien, d'ailleurs l'AVC, d'ailleurs, ou تيجي فرحان عنده 6,5 في الهيموغلوبين 8 hier quand j'ai écrit un petit mot au médecin pour lui dire avec que les troubles de sa condition cardiaque, en général ça se passe très mal. Alors